Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho en compagnie de Philippe Manière. Bonjour, président de Footprint Consultant, également chroniqueur à l'Express et à France Culture, avec Bernard Maris, bien sûr, toutes les semaines, membre du Conseil de la Banque de France, auteur d'un livre que vous publiez chez Albin Michel, Plaidoyer impossible pour les socialistes. On vous retrouvera la semaine prochaine dans l'invité de l'écho pour en parler. Alors, nous ne voulons plus de Mittal en France, a lancé Arnaud Montebourg avant de corriger. Nous ne voulons plus des méthodes de Mittal en France. Une diatribe du ministre du Redressement productif qui a fait vivement réagir le patron du géant de l'acier et provoqué une avalanche d'insultes d'internautes indiens accusant les Français de racistes. Florange est devenu un symbole de la disparition de l'industrie française. Une partie de bras de fer politique s'est engagée. Arnaud Montebourg est favorable à une nationalisation temporaire du site, le temps de trouver un repreneur, dit-il. Une proposition bien accueillie par les syndicats ainsi que par de nombreux politiques, y compris à droite, mais que Lakshmi Mittal refuse. Les discussions avec François Hollande devraient durer jusqu'à la fin de la semaine. Alors, faut-il nationaliser Florange? Quelques réactions, on se retrouve après. Je dois vous dire que les propos tenus à l'égard de M. Mittal n'étaient qu'un rappel de ces méthodes que nous considérons comme contestables. Il y a comme une sorte d'unité nationale qui se construit progressivement autour du projet de nationalisation temporaire. Montebourg dit nous allons faire une nationalisation temporaire. Eh bien je lui dis bravo, si vous avez besoin de notre aide, on est là. Les 20 000 salariés savent faire de l'acier sans Mittal. Mittal, il ne sait pas en faire sans eux. Alors si M. Mittal veut s'en aller, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien on lui dit au revoir. Lorsque le ministre chargé de la production et de l'industrie en France dit « Nous ne voulons plus de Mittal », c'est-à-dire du premier groupe mondial producteur d'acier en France. C'est ce que vous voulez dire. Ah bah oui, la nationalisation partielle, totale, temporaire, ça n'est qu'un moyen. La question c'est, est-ce qu'il existe un avenir industriel pour cette entreprise? Je n'ai aucune hésitation, aucune gêne à dire... Venez à Londres, mes amis. Venez dans la capitale mondiale du business. Venez là où 73 entreprises indiennes sont cotées au London Stock Exchange. Là où les sociétés indiennes ont augmenté de 53% leurs capitaux internationaux. Sujet tragique, mais on ne peut pas s'empêcher de sourire. Bernard Maris, alors faut-il nationaliser ou pas? On va d'abord parler de la question économique sous-jacente derrière un dossier qui est devenu véritablement un dossier politique. Un dossier purement politique parce qu'on sent que les roulements de mécanique d'Arnaud Montebourg ne sont pas tout à fait dénués d'intention politique. Surtout qu'Arnaud Montebourg avait dit il y a quelques semaines on ne va pas nationaliser, voilà, vous vous souvenez, parce que mais là, il a quand même, après le tournant de la compétitivité, si je puis dire, qui n'est pas un tournant de la rigueur, mais un tournant de la compétitivité, il fallait redonner un peu de souffle aux idées de gauche et aux idées se tourner vers le peuple de gauche, comme on dit, et dire, bon, ben voilà, on ne peut pas laisser faire un Indien qui est un financier, qui n'est pas un industriel, ce que disait Mélenchon, qui fait des rachats, plusieurs acquisitions, oui, enfin, parce qu'il est dans la tradition de l'acier depuis très très longtemps. Absolument. Bien sûr. Et donc, il faut vraiment remettre les choses au point et on tape du poing sur la table en disant qu'on va nationaliser. La question, c'est est-ce qu'on peut payer? D'abord, il faut payer un peu, quand même, minimum. Est-ce qu'on peut abonder le repreneur? Est-ce qu'il va arriver? Si repreneur... Si en principe, ce sera un Russe, je crois. Bon, on ne sait pas. Si repreneur il y a... C'est Vestal? Est-ce qu'il va mettre... Non, c'est Vestal. Si c'est Vestal, est-ce qu'il va mettre 500 millions d'euros pour faire redémarrer le site, etc. Et est-ce qu'au bout du compte... Ça va durer quand même 1 an et demi. Est-ce qu'au bout du compte, la demande d'acier sera... Personnellement, je crois que oui. Je crois qu'il n'y aura pas de problème en termes de carnet de commandes. Parce que vraiment, avec le boom économique mondial de demande d'acier, je crois que de ce côté-là, on devrait avoir... D'autant qu'ils font de l'excellent acier. Mais le problème, c'est au départ, qu'est-ce qu'on fait juridiquement? Qu'est-ce qu'on fait financièrement? Et politiquement, je crois que là, il y a un boulevard. En revanche, je crois que tous les Français, il y a une espèce d'union nationale. Je regardais la tête d'Henri... C'est devenu un symbole. Voilà, je regardais la tête vraiment. d'Henri Guénaud, qui était avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je crois qu'il est tout à fait d'accord. Il l'a dit. Il l'a dit dans une interview hier. Il l'a dit, bon, il est tout à fait d'accord avec ce genre d'approche. Philippe, on ne sait pas par quel bout nationale prendre autour de la le question sujet. de Alors oui, Florange. mais voilà, le problème c'est que tout ça. Alors bon, il y a l'obstacle juridique. On ne peut pas nationaliser comme on veut Bien quand sûr. on veut. Non, pas Alors, seulement. on avec Alstom, y a-t-il des points communs ou pas? Alstom Pas avait été complètement. Alors d'abord, nationalisé c'est en un point. 2003. Il y a le point juridique, il y a le point financier. Est-ce qu'on en a les moyens? Il y a le point juridique, il y a le point européen. Est-ce que l'Union européenne va nous laisser faire notre truc? Mais surtout Manifestement, derrière. là, Michel Barnier a dit que ça serait OK du point de vue de l'Europe. Oui, mais enfin, Michel Barnier, il est français, il est un peu suspect quand il s'exprime sur ce sujet-là. Il n'est pas en charge du dossier spécifiquement. Il y a des procédures et les Européens n'aiment pas beaucoup qu'on
nationalise. On a le droit d'avoir des entreprises publiques, évidemment, en droit européen, mais nationaliser un site qui est en difficulté pour le remettre dans le jeu, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu du point de vue européen, on peut le comprendre. Donc il y a tous ces problèmes-là. Il y a surtout un problème, moi, qui me semble central et qu'on n'évoque pas assez, c'est qu'on peut nationaliser une entreprise, mais nationaliser un site, c'est quand même un truc très particulier. Le site de Florange, c'est seulement un morceau de l'Empire Mittal en France, qui est seulement un petit morceau de l'Empire Mittal dans le monde. Quand les Américains nationalisent General Motors, on peut être surpris parce que comment les Américains nationalisent? Oui, mais ils rincent les actionnaires, ils font un plan stratégique, ils remettent les choses au carré et on est reparti en effaçant les dettes, les salariés perdent une partie de leurs droits à pension. Donc on devrait tout nationaliser ou rien? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nationaliser Mittal. Je dis simplement que les exemples qu'on prend à l'étranger en disant la nationalisation, ça n'est pas obscène. Ils sont pertinents au sens où une nationalisation, c'est pas un truc complètement imbécile. La restructuration mais derrière. là, c'est pas ça. Là, on veut juste sauver un site. Oui. Or, le problème fondamental derrière, c'est que le marché de l'acier est peut-être bon au niveau mondial depuis une dizaine d'années, mais il est beaucoup moins bon depuis quelques années. Et en Europe, il est mauvais pour la raison très simple, précisément que l'industrie automobile, qui est un gros débouché, va très mal. Et donc, produire de l'acier aujourd'hui en France, avec la structure de coûts qu'on a, avec des marchés ravagés, des débouchés qui sont très limités, ça n'a pas grand sens. Mais le problème, c'est que l'Action Mittal ne veut lâcher qu'une partie du site. Les hauts fourneaux, mais garder en fait la partie transformation de l'acier. On lui demande de lâcher non seulement ce qui ne va pas, mais quelque chose d'autre qui marche bien et qu'il voudrait garder dans l'intérêt de son entreprise. Son objectif, c'est pas de sauver la France, c'est de faire fonctionner Mittal, qui au passage va pas très bien, qui a perdu beaucoup d'argent, parce que les grands aciéristes aujourd'hui, ils sont confrontés au marché qu'on vient de décrire rapidement. C'est un marché qui va pas très bien, et donc ils perdent beaucoup d'argent. Donc cette histoire de nationalisation, même si elle plaît à la droite, qui, comme vous savez, vous connaissez ma thèse, est modérément de droite en France, que Henri Guénaud soit pour, ça prouve pas que toute personne de droite puisse normalement être pour. C'est quand même une obscénité de l'échiquier politique français de voir des gens de droite applaudir. François Bayrou. C'est un peu du populisme, et derrière tout ça, et je finis là-dessus, il y a quand même une incompréhension complète de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est le bien public qui vient par surcroît quand chacun des agents privés poursuit son intérêt individuel. Les Français ne veulent pas l'entendre, et donc tout le monde dit bah oui, il n'y a qu'à nationaliser. Mais à ce moment-là, on nationalise toute l'économie, vous allez voir, ça ne va pas la sauver. Il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on soit innovant, et si on n'arrive pas à l'être, on perd la partie et on disparaît. Malheureusement, c'est normal. Donc c'est nationalisation ou libéralisme total, Bernard? Sur l'économie de marché ne fonctionne pas toujours dans le sens du bien commun, malheureusement. Si c'était ça, bien sûr que non. Alors, souvent, la concurrence fait plonger tout le monde. Donc là, oui, ça arrive. Regardez, par exemple, si vous faites une concurrence effrénée entre les uns, ce qui va passer entre les pays d'Europe, si vous voulez, Philippe. Les pays d'Europe sont en train d'aller tous vers la compétitivité. Ils vont se faire une concurrence effrénée, donc ils vont réduire leur demande intérieure tous, et ils vont tous perdre dans cette affaire-là. Donc je pense que... Mais sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je voudrais revenir sur un point. C'est vrai qu'on ne peut pas nationaliser que Florange. Il faut récupérer les brevets de Mittal, par exemple. Il faut nationaliser... Les brevets qu'il a récupérés en France, vous voulez dire. Oui. C'est pour ça que Mittal avait acheté, évidemment, Arcelor. Il faut nationaliser le centre de recherche qui fait de cet acier d'excellente qualité qui est à côté de Florange, là aussi. Bon, il faut le récupérer, on ne peut pas le laisser ça aussi. Donc c'est un peu quand on tirait, si vous voulez, sur la ficelle. On a l'impression qu'on tire... On a la pelote au bout. Voilà, on a la pelote au bout. À l'arrivée, c'est quand même un peu de la spoliation. C'est-à-dire Mittal, on aime ou on n'aime pas, mais cette société était cotée en bourse, il l'a acheté, il a payé le prix, c'est à lui. Et maintenant, on vient dire, écoutez, finalement, on a bien réfléchi, on va vous reprendre les brevets. Ça n'a strictement aucun sens, sincèrement. Et le signal qui est envoyé à l'étranger est juste épouvantable. C'est-à-dire, surtout, ne venez pas investir en France. Il n'y a pas besoin de Boris Johnson pour que les gens se doutent qu'il vaut mieux aller en Angleterre qu'en France quand on entend ça. Alors, est-ce que Mittal devient l'affreux dans cette histoire, finalement, Bernard? Il incarne l'affreux patron qui ne respecte pas ses engagements. Il s'était engagé, lui, à ne pas se céder Florange, oui, mais à ne pas licencier. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et puis, c'était des promesses qui étaient faites en 2004. Donc, en 2004, on est en 2012. Et en 2004, on ne savait pas qu'il y aurait 2007 et qu'il y aurait 2008. Donc il est évident qu'on peut lui donner acte. Et puis en plus, il est très endetté, Mittal. Il a 17 milliards d'euros de dette. 18 milliards d'euros 18 milliards d'euros de dette. Il fait des pertes. 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 4,6 milliards de chiffre d'affaires en France. Il doit perdre 500 000 euros par semestre. 554 millions voilà. Donc il n'est pas en forme. Au troisième trimestre. Voilà. Il est 554 au troisième trimestre. Donc il est vraiment pas en forme, Mittal. Et si on lui enlève 2 milliards par an, voilà. C'est pas beaucoup d'argent. Et si on lui enlève la seule pépite finalement qui reste dans son système, ça ne peut pas marcher. Mais en revanche, moi je comprends tout à fait l'attitude du gouvernement français. On veut maintenir le site en France. On fait le pari que l'acier... Là, ça c'est un débat qui est très, très, très important. On fait le pari que l'acier va reprendre. Voilà. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il faut réouvrir les mines en France? J'ai dit non. Bon, mais c'est vrai que là aussi, d'une certaine manière, est-ce qu'il ne faut pas faire l'impasse sur l'acier? Moi, je pense que non. Je pense qu'en termes de recherche, de produits extrêmement fins... C'est un calcul économique important pour vous que de sauver l'acier. Et un calcul prospectif, si vous voulez. Par exemple, les entreprises
entreprises automobiles allemandes haut de gamme achètent cet acier. Moi, j'avoue que je l'ignorais. C'est quand même très important de savoir que les Français sont capables de faire l'acier dont ont besoin nos meilleurs concurrents en termes d'automobile. Mais c'est vrai que malheureusement, l'automobile n'est pas... Donc, est-ce qu'on peut reconvertir ce site vers d'autres productions? Ça, c'est un petit peu le pari de l'avenir. Dans le fond, moi j'ai un peu l'impression que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est une sorte de pénalty de compensation qui a tous les inconvénients du pénalty de compensation. C'est-à-dire que c'est un peu injuste, c'est pas très défendable juridiquement, ni intellectuellement, ni moralement, mais on se dit on n'aurait peut-être pas dû laisser partir. On aurait, ça forcément, mais on n'aurait pas dû laisser partir Arcelor, ni d'ailleurs Péchinet, parce que ça aurait... Ça s'était proposé pour les nationalisations de 81. Il y avait un recours de la droite devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel avait dit... C'est possible de nationaliser, mais nationaliser un site seulement ou aller récupérer les brevets comme vous le suggériez, et tout ça sous le regard de Bruxelles, ça va quand même pas être de la tarte du point de vue juridique. C'est simplement ce que je veux dire. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit on va nationaliser parce qu'on a eu tort de laisser partir Arcelor. Et ça, moi, je peux l'entendre. Vous me connaissez, je suis plutôt libéral, mais je peux entendre l'idée selon laquelle Péchinet et Arcelor apportaient à la France, et qu'en les laissant passer sous contrôle étranger, en se laissant endormir par des promesses qui, comme vous le disiez, n'engagent que ceux qui les entendent, on a peut-être commis une erreur. Donc on me dirait, pour l'avenir, on va peut-être se poser la question de savoir s'il ne faut pas mettre un dispositif qui, avec une action, une golden share, une action de contrôle, empêche la prise de contrôle de groupes étrangers, fût-il coté, quand il y a un enjeu stratégique, élargir, si vous voulez, ce qu'on fait pour les entreprises d'armement, par exemple, l'élargir à un certain nombre d'entreprises qui nous paraissent stratégiques. Bon, c'est pas mon goût personnel, mais je peux le comprendre. En revanche, qu'aujourd'hui on dise, ce monsieur Mittal, on lui a pris son bel et bon argent quand il l'a offert. Et puis maintenant que ça ne nous plaît plus, la manière dont il gère ses affaires, on va lui reprendre de force son bien. C'est un signal apocalyptique envoyé à tous les investisseurs. On est, n'oublions pas, un pays où les coûts sont très élevés. On est un pays où le travail est très protégé. On n'a quand même pas énormément d'arguments. Si en plus on est le pays où on peut se faire piquer ce qu'on a acheté, excusez-moi, ça ne va pas franchement arranger nos affaires. Ça fait sourire Boris Johnson qui appelle les Français à venir à Londres. Mais sauf que les investissements directs à l'étranger sont beaucoup plus forts en France qu'en Allemagne et en Angleterre. Est-ce que ça va durer, non, ils ne sont pas beaucoup plus forts, mais ils sont assez élevés. Quand vous regardez dans le détail, Bernard, ils viennent acheter les brevets, précisément, et les parts de marché. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de greenfield. Personne ne vient créer des usines en France. Il y en a vraiment très peu. L'essentiel des investissements étrangers, ce sont des prises de contrôle, parce qu'on reste un pays assez solvable, il y a des clients, donc les gens achètent la part de marché, noient l'entreprise dans le groupe. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, c'est aussi un signe d'affaiblissement. Est-ce qu'il faut une politique industrielle en France peut-être plus large, Bernard, dans ce cas? Moi, le problème... Philippe pose la question d'une vision plus globale, plus stratégique. Mais oui, moi je sens un grand... Dans le gouvernement, je sens une grande lacune, là, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, là, on est quand même sur des combats d'arrière-garde. Oui. L'acier, c'est quand même depuis Barre, l'acier. Depuis Raymond Barre, on défend l'acier. Qu'est-ce qu'on a mis comme argent public là-dedans? On a mis 70 milliards. C'est effrayant ce qu'on a pu mettre. Donc un problème de vision, un problème de continuité, mais donc, moi, bien sûr, on a l'impression que c'est vraiment la retraite de Russie, quoi. C'est-à-dire on recule en se défendant du mieux qu'on peut. Chaque fois, on laisse de l'argent et on laisse des troupes. La facture est énorme à l'arrivée. Donc c'est vrai qu'il faut avoir vraiment une prospective. Je ne sais pas, moi, il faut un néo-pompidolisme, il faut quelque chose. Les socialistes devraient s'inspirer de ce qui s'est passé à un moment donné. Il faut avoir quelque chose, une vision alternative dans la mesure où l'investissement privé, pas par sa faute, je vous le reconnais, parce que les profits sont faibles, l'investissement privé est défaillant. Bon. Lorsque il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Alors, il faut faire un pari de ce côté-là. Il y a deux hypothèses. On peut très bien acheter la suggestion que vous faites, c'est-à-dire un néo-pompidolisme. À mon avis, il est complètement hors du temps. Il nous met très franchement au banc des nations, mais je peux entendre ça a une forme de logique. Alternativement, on peut tout à fait dire, écoutez, c'est des emplois qui n'ont plus de vocation, il n'y a plus personne pour les payer, donc on ferme. C'est la vision plus libérale. L'un et l'autre, à mon avis, se défendent. Évidemment, il faut s'occuper des victimes, mais l'un et l'autre se défendent. Le problème de la France, à mon avis, c'est qu'on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards, vous disiez vous-même, 70 milliards, je crois, dans la sidérurgie. À l'arrivée, il nous reste quelques milliers d'emplois. Ça finira par fermer d'une manière ou d'une autre s'il n'y a pas de logique économique à ce que ça continue. Donc on paye comme si on était dans une logique pompidolienne, mais on n'en a pas le bénéfice puisque tout ça finit par disparaître. Ça s'appelle le cul entre deux chaises, ça dure jamais très longtemps. À la recherche d'une logique pompidolienne. Merci Bernard, merci Philippe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.